Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste, où aujourd'hui je me trouve à Clermont-Ferrand, dans la région de Clermont-Ferrand, dans l'atelier JP. Bonjour JP. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Merci pour l'accueil, la mise à disposition et le temps consacré à ce nouvel épisode pour le podcast Dans la tête d'un cycliste, consacré aux roues, mais les roues bien plus en détail. On va creuser les différentes technologies de roues, des roues classiques, avec des roues à rayons, mais aussi des roues à bâton. Bref, un univers passionnant. Mais tout d'abord, je vais m'adresser à toi JP pour savoir justement sur quel... Alors, on parlait juste avant d'ouvrir les micros des fameuses Spinergy, hein, on va l'évoquer, qui m'ont procuré les plus belles sensations, mais tu viens de casser un mythe, voilà, très clairement, juste avant qu'on ouvre les micros, mais la plus belle paire de roues sur laquelle tu as roulé ou sur laquelle tu as les meilleures sensations, ça serait laquelle pour toi ? Ma paire de roues préférée aujourd'hui sur le marché, Envy 3.4 SES, voilà, Bon, il y a toujours un aspect de raison aussi dans ce que je fais. Alors, ça peut paraître délirant pour certains, parce qu'on parle d'une paire de roues qui approche 3500 € quasiment aujourd'hui. Mais oui, vraiment, la fabrication de cette marque de roues, qui est grosso modo, aujourd'hui, de toute façon, ici, dans cet atelier, en roue carbone, c'est Envy. Voilà, on fait un peu de Shimano, qui est un modèle qu'on peut voir ici d'ailleurs aussi, qui est intéressant, mais on propose soit de l'alu, soit directement le carbone sur ces deux produits haut de gamme. Et la 3.4, c'est la roue haut de gamme par excellence, avec un profil qui reste encore accessible et polyvalent. Donc on va être sur entre 45 et 50 mm de hauteur, pas plus haut. Voilà, parce qu'après, Envy décline avec des trucs qui sont vraiment... pour ma part, de l'ordre du triathlète, voilà. Mais là, voilà, on est sur une roue qui, même ici, dans la montagne, dans le Sancy, on va pas être trop sensible au vent, etc. C'est vraiment des roues qui sont parfaitement équilibrées, qui ont une bonne largeur interne, qui ont une bonne tenue avec tous les pneus. Voilà, alors après je suis attiré de temps en temps par d'autres choses. Effectivement, tu parlais des roues à bâton Spinergy, il y a d'autres marques aujourd'hui sur le marché qui font des roues à bâton. Tous les deux on est génération Skyway quand même, donc voilà, si t'as pas mis ta jante dans ton congélo, tu sais pas de quoi on parle, mais forcément les roues à bâton ça parle, c'est sympa. J'ai pas passé le pas, même pas sur un des vélos de test ici, parce que j'avoue que j'ai du mal à les projeter dans le marché. Donc après, j'essaie toujours d'être un peu focus et concentré sur les choses qui peuvent être utiles et servir aux clients au quotidien, mais c'est attirant, voilà. Bon, en tout cas, pour moi, Envy 3.4 SES, voilà. Formidable. Écoute, moi j'ai un formidable souvenir sur des roues Spinergy, des années 2000, fin 90-2000. Alors bien évidemment, c'était il y a longtemps, mais n'empêche que ces roues-là qui plus tard ont été interdites, on va en parler d'ailleurs, m'ont procuré des sensations de vitesse associées à un cadre titane qui était juste exceptionnel. C'est la première fois sur un vélo où j'ai senti qu'à un moment donné, le vélo n'avançait plus uniquement que sur ma force ou puissance développée, mais qu'il y avait quelque chose qui l'entraînait, tu vois. J'ai senti cette accélération, et bien avec des Spinergy associés à un cadre titane. Mais revenons à nos roues. Si on commençait par les roues à rayons, JP, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement les roues à rayons d'aujourd'hui ? Comment est-ce qu'elles sont constituées ? Est-ce que les choses ont évolué ? Pas forcément. Est-ce que les matériaux ont évolué ? Et puis surtout, avantages, inconvénients ? Oui, alors très clairement, c'est la grosse majorité du marché aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça évolue ? Bien sûr, on est à la maison, donc au coin de la rue, à 300 mètres d'ici, il y a un charron. Et le charron, une de ses occupations principales, c'est de faire des roues en bois, avec des rayons en bois. Donc oui, les matériaux ont évolué évidemment, puisque lui il refait des roues sur des voitures et des vélos et des affûts de canon et des charrettes, etc. Donc un moyeu en bois, des rayons en bois, un cercle en bois et un cerclage en métal qui faisait office de pneus, puis après des pneus. Et puis on a bien sûr eu quelque chose de radicalement différent dans l'évolution, que ce soit dans les voitures, dans les vélos, dans les motos. Et contrairement à la voiture et à la moto où on a généralisé les alliages d'aluminium et les roues à bâton,
Et ben dans le vélo, on est quand même, on peut le dire, resté sur quelque chose de classique avec du rayon métallique, des moyeux métalliques et des cercles, soit métalliques, soit en fibre de carbone. L'état de l'art aujourd'hui, c'est une jante en aluminium ou une jante en fibre de carbone. En composite, si on veut être large, il y en a qui vont mettre un peu de Kevlar, enfin voilà. Et sur un moyeu métallique en aluminium, 99,9% du temps. Et les rayons aujourd'hui sont à 99% du temps des rayons en inox. Avec après des coloris, j'en passe et des meilleurs. Et puis il y a une technologie d'accroche. On va dire il y a deux types d'accroche du rayon sur le moyeu. On a les rayons coudés, les rayons en J, voilà, qui sont le truc le plus commun. On a les rayons droits aussi, qui n'ont pas de coude et qui sont insérés de manière tangentielle au moyeu. Et puis on va avoir deux technologies de l'autre côté jante, où on a des écrous internes ou des écrous externes. Voilà. La plupart du temps, les écrous externes sont en aluminium. Je regarde autour de moi, en fait. J'en profite pour regarder autour de moi. Ouais, bon, alors là, on est sur tu vois, on est sur c'est la dernière jante Shimano GRX en carbone, avec un profil sympathique. D'ailleurs, on est sur de l'écrou interne, on a du rayon en inox. L'Envy, son écrou interne, tout dépend. Derrière toi, elles sont en interne. Ça, c'est de l'Envy, ouais, tout à fait. 45. Voilà, de l'Envy 45. Et puis, elles existent aussi avec du rayon externe sur le vélo qu'on voit peut-être sur la vidéo en premier plan, sur de la AG25, là. Voilà. C'est vrai que les rayons maintenant, on s'en souvient tous quand on regarde les images des années 80 ou 90 même, les rayons sont des rayons en alu. Maintenant, tous les rayons sont noirs comme la jante parce que le carbone, forcément, c'est pour faire un équilibrage. Probablement. Oui, et puis alors c'est sûr que c'est les deux principales couleurs qu'on trouve. On va trouver du noir ou du chrome entre guillemets. Après, il y a des gens qui font des rayons colorés aussi. On va chercher un peu tout. La forme des rayons a évolué aussi. C'est-à-dire qu'avant on avait un rayon cylindrique. Exact. D'accord. Alors, ce qui peut paraître esthétiquement similaire, parce que c'est quand même un organe qui est fin et qu'on ne voit pas beaucoup. Parfois montre un peu plus de technologie que ce qu'il n'y paraît, parce que les rayons sont des rayons qui sont étirés, ils ont des sections variables, on va, un peu comme dans les tubes de vélo en acier par exemple, où on va avoir une section plus fine à l'endroit où l'effort est moins important, c'est-à-dire au milieu, dans la partie courante. Ici on est sur des tubes où on a 3,5 dixièmes de millimètre d'épaisseur d'acier. Sur les rayons c'est pareil, on va avoir des sections variables avec un peu plus de matière au départ et à la fin du rayon, un peu moins de matière au centre. Et puis on va avoir sur la forme générique, on est passé de cylindres à des rayons plats. Ici on est sur des rayons plats, ici on est sur des rayons plats. Alors sur ces roues qui sont des roues Mavic, là, la section plate est largement exagérée aussi. Donc tout ça c'est pour aller chercher soit de l'aéro, soit de la rigidité dans un autre plan. Il y a eu plein de choses, il y a eu toute une époque où on ligaturait les rayons entre eux aussi, alors c'était censé apporter de la rigidité. On va pas encore faire d'autres mythes aujourd'hui, on en a eu assez pour la journée, mais enfin bon, il y a plein de choses. Sur la façon dont ça fonctionne, grosso modo, on va relier l'élément de pivot central qui est le moyeu avec l'élément support de pneu qui est la jante par l'intermédiaire d'un certain nombre de rayons. Actuellement, en 2024, on est en train d'établir que la norme, ça va être 24 rayons, surtout avec l'arrivée des jantes carbone. Voilà. C'est le nombre de rayons, parce que je sais qu'une époque, c'est Campa, je crois, de mémoire, qui avait considérablement réduit le nombre de rayons. Oui, après on va parler aussi d'une marque française comme Corima qui fait des rayons en carbone aujourd'hui, voilà. Mais c'est sûr que il y a aussi le nombre de croisements de rayons. Voilà, on a des rayonnages de roues ou avec des rayonnages radio, c'est-à-dire que on part du moyeu, on va directement à la jante, les rayons ne se croisent jamais. Bon, ça pose pas mal de défis en termes de rigidité de la roue, en termes de capacité à subir les efforts qu'on a désormais avec les freinages à disque. Donc tout n'est pas forcément adapté à toute pratique, mais on va dire qu'aujourd'hui, si on devait déterminer un espèce de standard du marché, on est sur 24 rayons croisés par deux. Ça, c'est aujourd'hui la norme ou l'état de l'art. Alors bien sûr, on trouve encore des roues avec 32 ou 36 rayons. Pour les gens qui vont avoir des pratiques
plus voyage ou plus transport ou sur des vélos utilitaires. Bien sûr, sur des vélos électriques, on a des fortes sollicitations de couple, etc. On va retrouver du 32 rayons. Mais on va dire qu'en tout cas, dans ce qui est vélo de route, gravel, là, on a un standard qui est aux alentours des 24. Voilà. Bon, ça, c'est toujours intéressant à savoir. Et sur les roues à rayons, justement, quels seraient les avantages, s'il y avait des avantages d'avoir une roue à rayons et des inconvénients, lesquels on pourrait mettre en avant? C'est un système mécanique qui est finalement assez simple, qui est robuste, parce qu'en fait, on a entre 24 et 36 rayons qui vont pouvoir soutenir la tension et les efforts auxquels sont soumis la roue. Hein. Donc les efforts, c'est à la fois des efforts qui viennent de la personne qui est sur le vélo, le poids, les efforts en virage, et puis évidemment toutes les subtilités de la route, subtilités parfois pas si subtiles que ça, les trous, les trottoirs, les sauts si on a une pratique qui inclut des sauts. Voilà, les rayons vont permettre à la roue de garder une stabilité dimensionnelle et donc de pouvoir toujours remplir leur office, c'est-à-dire tourner, rouler, maintenir le vélo en ligne droite. Donc l'avantage des roues à rayons, c'est que ma foi, on peut faire varier les constituants de la roue. Elle se répare très facilement. Un rayon, c'est facile à remplacer. Une roue qui a été perturbée dans son équilibre et qui présente un voile ou un saut, on aurait pu redémarrer par ça. Qu'est-ce qu'un voile et qu'est-ce qu'un saut? Mais c'est grosso modo, on va dire, il y a trois critères importants dans la géométrie d'une roue. C'est son centrage, d'accord? Donc la jante soit dans l'axe. Alors parfois on rayonne des roues décentrées de manière volontaire parce qu'il y a des vélos qui ont des géométries particulières et donc la roue va pas exactement être au centre du cadre, ça peut arriver, voilà. Mais en tout cas le centrage, ce qu'on veut c'est qu'elle soit alignée. Le voile, c'est quand la roue fait comme ça. Alors c'est vrai que moi j'ai roulé au tout début où j'ai commencé le vélo avec des jantes plates. Oui. Des jantes plates. Ouais. Et j'ai connu le fait effectivement de jouer en fait avec ton étrier parce qu'il y avait un voile ou pas. Voilà. Aujourd'hui, alors on est sur du frein à disque, mais est-ce que c'est parce qu'on est sur du frein à disque qu'on a moins conscience clairement. que le voile, que les roues se voilent? Le nombre de personnes qui roulent avec des jantes voilées qui s'en rendent plus compte parce qu'ils sont en disque est extrêmement important. Voilà. C'est d'ailleurs une des... Aujourd'hui, les roues un des marqueurs pour une roue de bonne qualité, c'est sa stabilité dans le temps. Mais voilà, je réexplique. Donc le voile, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on a un dévoiement latéral, d'accord? Et puis le saut, c'est qu'on a un dévoiement vertical. Donc c'est-à-dire que la roue va pas tourner rond autour de son axe. Ok? Une bonne roue, malgré ce qu'elle va subir, va rester sans saut et va rester sans voile dans le temps. Et souvent, ça, c'est un système mécanique. Moi, j'essaye souvent d'expliquer ça aux gens de cette façon-là. Je dis, on fait un système mécanique, il est un peu comme une personne. Il essaye toujours d'être dans un équilibre. Donc, si on est rayonné parce qu'on n'a pas respecté le process ou parce qu'on n'utilise pas des bons matériaux, etc., et qu'en fait, il reste dans ce rayonnage de roue des tensions, ou qu'on n'a pas un bon équilibre, c'est-à-dire que il y a trop de différentiel de tension entre chaque rayon d'un côté et avec l'autre côté. Quand on va soumettre ce système mécanique à des agressions extérieures, des trous, du roulage, etc., il va essayer de retrouver son équilibre, et lui, l'équilibre pour lui, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une tension équivalente partout, ça va être ça. Lui, le saut et le voile, le système, il s'en moque. Et donc, en fait, souvent, on voit des gens qui achètent notamment des roues d'entrée de gamme, où les rayonnages sont faits par des machines. Même si les machines ont évolué, elles ne vont pas avoir le même regard qu'une main humaine ou qu'un process où il y a un contrôle humain, ou en tout cas, il y a un process de libération des tensions dues au rayonnage. Et puis, elle va se trouver un équilibre de tension, mais qui va induire un voile ou un saut. Et il y a plein de gens qui roulent ici. J'en vois passer à l'atelier, je vois les roues voilées. Avec les roues voilées. Alors, ça n'a pas un vrai impact, sauf sur la stabilité du vélo à grande vitesse éventuellement, le confort. Bon, mais c'est sûr qu'avant, tu avais un étrier, tu voyais tout un cantilet vert, un patin sur la route ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est les disques qui frottent. On a parlé il n'y a pas longtemps, mais bon, ça t'empêche moins d'avancer. Voilà, donc c'est... Tout ça se répare facilement. Je veux dire que même quelqu'un qui a une clé à rayon, alors un saut sur le bord de la route, c'est plus compliqué, mais un voile sur le bord de la route,
Si on a compris le principe, on arrive à résoudre ça. Donc les roues à rayons, c'est quand même accessible, facile à maintenir, facile à réparer et pourquoi pas même facile à monter éventuellement. On va en parler justement, j'avais des questions sur ça, mais s'il pouvait y avoir des inconvénients, ça serait lesquels sur le fait d'avoir une roue à rayons? Parce qu'on va parler des roues à bâton plus tard. Alors il peut y avoir une question de poids. Alors c'est pas tant les rayons qui sont, même si aujourd'hui entre deux rayons différents on peut avoir un facteur poids de 2, c'est la jante et le moyeu qui vont être les constituants les plus importants dans une roue. Une paire de roues moyenne haut de gamme en carbone aujourd'hui pour un vélo type route ou gravel, on va dire fait 1500 grammes, avec la roue arrière qui pèse plus parce qu'elle contient le corps de roue libre, elle a un moyeu plus large. Mais grosso modo, voilà, un cercle en carbone va faire entre 300 et 450 grammes en fonction de ce que c'est. Un moyeu arrière peut faire jusqu'à 450 grammes. Donc le poids est là. Les rayons, c'est pas les 24 rayons qui pèsent le plus lourd, c'est sûr. Après, voilà, l'inconvénient peut être une casse de rayon. On prend une branche, on va forcément plus facilement avoir une victoire de la branche contre un rayon en inox qui fait 1 mm d'épaisseur que si on avait un bâton en carbone ou en composite qui aurait probablement cassé la branche. Et encore que, ça dépend, mais voilà, c'est une fragilité relative en fonction du type de montage, mais qui, à mon sens, est compensée par la grande facilité de maintenance de ces roues-là. Alors c'est vrai que sur les rayons, on parlait de roues voilées, de rayons cassés. Alors moi j'ai déjà vu des rayons en inox cassés. La roue se voile, mais tu peux continuer à rouler. Mais j'ai déjà vu également des rayons en carbone, et on va en parler, des rayons en carbone cassés, où là, pour le coup, le voile est tellement important, parce que tu as peut-être moins de rayons, tu vas nous le dire, que là, faut trouver un plan B, parce que la roue frotte tellement, en tout cas le voile est tellement important, que tu ne peux plus avancer. Donc, qu'en est-il? Parce que là, on vient de se concentrer sur les rayons en inox. Qu'en est-il des rayons en carbone? Je sais que Mavic en avait sorti, Corima en avait sorti. Est-ce qu'il y a les marques continuent à sortir des rayons en carbone? Est-ce que ça a été un test et finalement on revient sur des rayons en inox? Ça reste du vélo, donc on ne pourra jamais empêcher les marques de vouloir trouver un nouveau procédé, d'avoir quelque chose de très propriétaire, d'apporter une solution à un problème qui n'existe pas. C'est comme ça. C'est pas que lié au vélo, ça arrive dans tous les domaines. Il y a plusieurs types de rayons en carbone. Il y a des rayons en carbone où on a juste remplacé finalement le matériau et on est quand même sur une liaison mécanique au niveau du moyeu et au niveau de la jante. C'est pas le rayon en carbone basique qu'on va voir. Ce dont tu parlais tout à l'heure, ce que tu évoquais, c'était finalement une espèce de système monocoque où on avait des rayons qui sont en carbone, qui sont moulés, et donc on ne peut pas dissocier ni le moyeu, ni la jante, ni le rayon. C'est pas un vrai monocoque parce que c'est pas moulé en monocoque, mais on est sur un système qui est assemblé, constitué, collé, voilà. Donc qui est effectivement, quand ça casse, difficilement réparable. J'avoue que l'évolution du marché aujourd'hui en alternative au rayon acier inox, c'est plutôt le rayon textile, on va y revenir, et que la roue full carbone, ou en tout cas la fonction de rayon, est détournée au profit d'une roue monocoque à bâton, c'est plutôt ça l'évolution du full carbone. Et il y a un retour de la roue à bâton. Alors oui, est-ce qu'elle ira au travers, est-ce qu'elle passera les affres de l'UCI, etc. pour refaire son retour en compétition? J'en suis moins sûr. Mais il y a un retour de ça. Après, Corima, tu parlais, oui, il y a toujours une offre de roues full carbone avec peu de rayons et des rayons en carbone. C'est des systèmes très propriétaires qui sont propres à eux. Ce qui est bien, c'est qu'enfin, ils ont commencé à faire des jantes avec des largeurs internes un peu plus importantes, qu'ils ont offert du tubeless, etc. Donc, ils sont en mouvement de ce point de vue-là. C'est assez satisfaisant, même si moi, j'ai pas eu les roues en main. Donc, je peux pas encore vraiment en parler. Je suis en train d'équiper là quelqu'un qui roule une paire de roues comme ça et qui roulera aussi la paire de roues qui est derrière moi là. Donc j'aurai un point de comparaison, mais pour l'instant j'ai pas eu ces roues en main. Je pense qu'il y a une tendance à retourner sur la roue à bâton, voilà, aussi, parce que pour une question de look, pour une question de poids, parce que du coup avec les technologies carbone actuelles, on arrive à faire des roues à bâton qui sont plus légères que les roues à rayons.
même si c'est pas juste ça qui permet la légèreté, c'est vraiment aussi, l'intégration de la... Je dirais, quand les gens qui vont faire des roues très légères en monocoque bâton, ils vont aussi travailler sur la quantité de matière sur le moyeu, etc., etc. Enfin, quand on arrive à des poids de 1300 grammes, la paire de roues tubeless à disque, on est en train de gratter un peu dans tous les sens, déjà, voilà. C'est les gains marginaux. Et puis là, on va parler de quelqu'un qui nous écoute et qui dit moi j'aimerais bien, tu vois, comme on en a parlé à la pause au moment où on enregistre plusieurs podcasts où je disais à JP, mais moi j'aimerais bien monter mon prochain vélo. Là, il y a une personne qui nous écoute et qui dit moi j'aimerais bien rayonner ma future paire de roues. Alors quel est le matériel ? Déjà, est-ce que tout le monde peut le faire ? Est-ce qu'il faut absolument être un professionnel pour ça ? Est-ce que tout le monde peut le faire en s'équipant chez lui ? Et si tout le monde peut le faire, de quel matériel, de quels matériaux, en tout cas de quels outils il doit avoir chez lui pour rayonner sa roue ? Alors, est-ce que tout le monde peut le faire ? Je réponds tout le temps oui à cette question-là. Donc oui, tout le monde peut le faire. Après, est-ce que tout le monde peut obtenir le même résultat ? Oui, mais pas dans le même temps. Voilà, il y a des gens qui vont avoir besoin d'un apprentissage plus long. Maintenant, est-ce que c'est économiquement... Alors, si on veut bien le faire, il y a des outils, et notamment des outils qui permettent d'avoir un résultat fiable, qui vont être un pied de centrage, etc., qui sont des outils relativement onéreux, en tout cas à l'échelle de faire une seule paire de roues. Voilà, c'est ça. Maintenant, on peut trouver des occasions sur le bon coin, etc. Et est-ce qu'on peut rayonner une roue sans ces outils-là, avec juste finalement une clé à rayon ? Oui, on peut. Je veux dire, on peut se servir de son cadre de vélo et puis, je sais pas, de languettes en papier ou en carton pour essayer de faire un centrage. On peut. Est-ce qu'on aura un résultat aussi bon que si on avait acheté la paire de roues chez un professionnel ? C'est pas évident, ou en tout cas, ça va nous prendre plus longtemps, mais on peut arriver à un résultat satisfaisant si on a du temps et qu'on le compte pas et qu'on arrive à trouver les bons rayons, parce que ça commence par, je connais la question d'après, c'est comment on fait. Donc on choisit un moyeu adapté à son vélo et à son utilisation, au disque, etc. On choisit des rayons, on choisit une jante et on met le bon nombre de rayons par rapport à la jante. Et là, il va falloir commencer à calculer les longueurs de rayons. Donc, alors, il y a plein de calculateurs en ligne. On met le type de rayon qu'on veut, on met la longueur de l'écrou, parce que la hauteur de l'écrou varie, si c'est un écrou interne ou un écrou externe. On rentre le diamètre des flasques de son moyeu. Et puis, on va avoir des calculs de rayons. Après, on commande ces rayons. Et puis après, oui, on peut faire son lassage par 2, un croisement par 2 ou croisement par 3, ou un rayonnage radial si c'est une roue à vente fixe et qu'il n'y a pas de frein, pourquoi pas, et qu'on veut avoir du style. Et puis on peut commencer, on va monter ces rayons sans tension au début, et puis après on va petit à petit augmenter la tension sur chaque rayon pour donner à la roue sa géométrie et sa forme, venir équilibrer les tensions pour que la roue soit sans saut, sans voile et qu'elle soit centrée. Et voilà, ça peut prendre du temps, surtout si on n'a pas d'outils qui rend ça un peu plus commode, mais c'est jamais infaisable, non. Mais je connais des gens qui rayonnent eux-mêmes leurs roues. Il y a beaucoup de gens qui rayonnent des roues avant avec des moyeux dynamo aussi, parce qu'ils trouvent pas forcément exactement ce qu'ils veulent dans le commerce, donc ils vont acheter la jante d'un côté, les rayons de l'autre. Donc c'est vraiment pas infaisable. Le minima du minima, c'est une clé à rayons, et encore qu'avec une pince on pourrait serrer un écrou en alu, mais on risquerait de l'abîmer, au moins esthétiquement, et au pire de l'écraser et de faire qu'il tienne pas très longtemps derrière. Mais une clé à rayons, et si on a une fourche ou un cadre, ça peut faire l'affaire. On peut. Ouais. Bon, ça, en tout cas, c'était intéressant qu'on fasse ce point sur ça. Et puis avant qu'on passe sur les roues à bâton, juste refaire un petit point peut-être, puisqu'on parle de roues, mais également de la hauteur du cercle, la hauteur des jantes. Est-ce que tu pourrais comme ça nous dire, en fonction du type de terrain, quelles sont les jantes qui sont un peu plus recommandées, conseillées ? Ouais, on limite ce qu'on dit à la route et au gravel, où on parle pas de VTT spécialement, mais enfin bon, de toute façon on pourrait... Alors, comme d'habitude, je vais avoir un discours qui n'est pas forcément celui que vous aurez dans vos magazines préférés, mais dès lors que vous avez... moi, je vais attacher plus d'importance à la largeur interne de la roue, par exemple. Aujourd'hui, je vais avoir tendance à envoyer les gens sur des largeurs internes, même sur la route, de l'ordre de 23 à 25 mm. 21, ça sera ma valeur basse, et tout le reste, pour moi, on devrait l'effacer du catalogue. En tout cas, moi, je ne propose pas en dessous de 21 en largeur interne. Pourquoi ? Pour le volume d'air que ça peut conférer au pneu, et donc sa capacité à être utilisé à des pressions plus basses.
Et aussi parce que maintenant, de façon quasiment l'intégralité des jantes du marché va se retrouver à être des jantes sans crochet. D'accord, on a déjà fait des épisodes là-dessus. Je reviens pas là-dessus. Donc pour des pneus tubeless compatibles qui vont aller se loger dans des rainures sur le bord de la jante, mais sans crochet, il n'y a plus de crochet. On a des cercles légers comme ça. Et on va dire qu'aujourd'hui, dans la moyenne des pratiques, la hauteur de profil, c'est de l'ordre de 25 à 30 mm. On voit là, si des gens qui nous voient en vidéo, ici on va être sur quelque chose qui fait 25. Cette GRX 880 va faire un peu plus de 32 ou 32. La NV45 fait 45 comme son nom l'indique. Ça, on est déjà sur une roue typée route. Ouais. Mais enfin, ce n'est qu'un segment marketing. On peut faire du gravel avec d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'aime. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. J'ai des 45 sur le vélo qui est devant, on est sur 25. De la roue 25 qui est orientée gravel aventure. Mais en fait, j'ai des gens qui roulent avec des vélos montés et équipés plutôt sur un fonctionnement routier, les doubles plateaux, etc. Et qui vont rouler très bien avec des roues en profil 25. Ça ne va jamais les limiter. Ok ? Est-ce qu'une roue aéro comme la 45, ou supposément aéro comme la 45, et si je vais jusqu'au bout du dispositif aéro en me disant je vais respecter ce qu'on appelle la règle d'essancement sur ce qu'on appelle le tore, hein, c'est-à-dire l'ensemble du pneu et de la roue derrière, il faudrait que la jante soit 105% de la largeur du pneu. Donc là, votre jante doit dépasser du pneu. Okay ? Là, vous avez une roue optimisée en termes d'aéro. Bon, ça sert à rien si on roule avec la barbe comme Arnaud, le gilet ouvert, la chemise de trappeur. C'est clair. Parce que de toute façon, sur la roue, on est en train de travailler sur l'optimisation aéro de la roue. Si on parle que d'elle, travailler sur 1% et demi de performance. Juste de bouger votre position, vous pouvez aller travailler sur 25 à 30% gratuitement en plus. Donc en fait, tout à l'heure, tu me demandais ma roue préférée, j'ai donné une roue à profil. Bon, là, mes roues de tous les jours, c'est des AG25 ou des AG28. G23 ou G27 si je prends la série SES haut de gamme chez Envy, je roule avec ces roues-là. C'est des roues qui correspondent pour tout et c'est probablement la roue que je vends le plus. Les gens qui vont avoir une envie de profil comme toi, je sais bien que tu aimes bien cette hauteur parce que c'est du look, etc. Moi, j'ai aucun souci, mais je leur dis ouais, fais-toi plaisir, c'est une question esthétique. Est-ce que tu roules plus vite avec une 45 ou une 3.4 ? J'ai rien qui me prouve ça, en tout cas pour un cycliste lambda de tous les jours. Ouais, d'accord ? Ouais, bien sûr. Ok. Évidemment, quand on a optimisé tout le reste, et le pourcent ou même le demi-pourcent ou même le centième ou le millième de seconde peut compter dans un environnement de compétition. Pour les gens qui font du vélo pour faire du vélo, non. Par contre, il y a un inconvénient qui peut être subi quand on a des roues avec des hauts profils, c'est la sensibilité au vent. Voilà. Donc ça peut nous toucher parce que dès qu'on commence à avoir des roues, même avec un profil de 45, si on est exposé, qu'on a du vent latéral et qu'on pèse pas lourd, on va le sentir. C'est vraiment sensible. Donc il faut que ça soit un critère de choix parce que si on roule dans une région où on a tout le temps du vent et qu'on fait 65 kg, les roues à profil, attention. Maintenant, peut-être que ta question c'était aussi de dire est-ce que je vais avoir quelque chose qui va être un bout de bois qui va être super horrible à conduire si j'ai un profil de 45, de 65. Entre la route et la jante, il y a un truc qui s'appelle le pneu qui est normalement censé faire l'interface et absorber ça. Tu vois, ça m'est arrivé une seule fois d'avoir une paire de roues et de me dire, bon là, je peux pas l'emmener en fait. Je peux pas l'emmener, tu vois. Mais c'était dans un cas très particulier. Ouais. C'était une roue de 800. Oui, t'étais... C'était sur la Race Cross America et au bout de 4 jours, on rentrait dans des plaines. Et là, j'ai dit à mon équipe, allez-y, montez-moi les 800, là c'est tout plat maintenant. Et au bout de 2 km, on s'est à nouveau arrêté où je leur ai dit non, en fait vous pouvez les emmener. J'étais incapable d'emmener le moindre braquet. Quoi. Ouais, c'est difficile à expliquer parce que en théorie... Ça nécessite de la force quand même. Plus tu mets une jante qui est quand même haute dans les relances, t'as quand même plus de prise. Donc, alors t'es en train d'augmenter ton poids qui est en rotation, éloigné du moyeu. J'aurais tendance à dire que l'impact le plus important, c'est plutôt quand tu vas bouger ton vélo latéralement, puisque le comportement gyroscopique est différent, l'inertie rotationnelle est différente. Ouais, clairement. Après, à emmener, si on était strictement bien calé vertical et qu'on pédalait, on n'accélère pas assez fort sur un vélo pour qu'on sente vraiment une grosse différence. C'est ce qu'on explique toujours aussi aux gens quand on leur met un pneu plus large. Je vais me traîner, je vais être collé. Non, très clairement. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà, la vérité aujourd'hui,
De 25 à 45, pour moi, pour le spectre du cycliste lambda, on a tout traité. Voilà. Bon, parfait. C'était important de le dire. Et ces fameuses roues à bâton, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roues à bâton qui, comme tu l'as dit, on commence à en voir revenir, hein, que ce soit sur la route, mais aussi en gravel. Alors, et en VTT, en XEC, on en voit aussi. Juste look ou vraiment efficacité, quel est ton avis sur ça ? Alors le look c'est super chouette, faut pas se mentir, c'est super sympa. On s'était fait cette réflection, tu te rappelles non, mais complètement, on en avait vu aussi Auteur, on avait vu quelques fabricants qui revenaient avec ça. C'est très sympa, il y a tout aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on trouve des offres maintenant sur des roues bâton carbone made in China, avec des choses à partir d'un millier d'euros, 1500 euros, et on trouve du très haut de gamme, Bikehead ou des choses comme ça, voilà, avec des fabrications portugaises, allemandes, enfin il y a du matériel. Est-ce que c'est mieux ? Je crois pas, c'est différent. Est-ce que c'est plus léger ? Est-ce que donc il y a... Est-ce que c'est plus aérodynamique ? Ah oui, alors on peut aller travailler l'aéro parce qu'on peut faire des lames. Mais les lames, alors, c'est une question d'après. Les lames, moi je te reparle de cette fameuse roue Spinergie. Ça a été interdit en raison justement du fait que ce soit des lames. Mais rappelle-toi, il voulait aussi interdire les disques à un moment, parce que si tu tombais sur ton disque chaud après avoir descendu le Ventoux, tu risquais de te brûler et de te couper en même temps, les deux, double peine. Lobbying. Moi je mettrais pas mon doigt dans une roue à rayon basique non plus, tu vois, pendant qu'elle tourne, ça fait des dégâts. Évident. Donc souviens-toi, c'était l'équipe Casino, Casino, anciennement G2R, Decathlon G2R, il y a plusieurs années, qui gagnait tout avec ça. Je me souviens. Est-ce que c'était seulement les roues ? Ah, c'était peut-être le fameux effet placebo dont tu parlais tout à l'heure. C'est très difficile, peut-être. Très sincèrement, bien sûr que les gens qui fabriquent des roues à bâton comme ça vont te dire que ça a plein d'avantages, sinon ils le feraient pas, ils feraient des roues à rayons. Je pense que le premier avantage, c'est que ça les distingue. Voilà, c'est un... Ah oui, mais on est encore dans une société de commerce. Alors qu'en plus maintenant. Voilà, ça distingue vraiment. Bien sûr qu'en labo, on doit pouvoir se dire effectivement, ça m'apporte, ça réduit ma traînée de tant de % dans telle condition. Je suis certain qu'on arrive à mesurer ça sans aucun problème. Est-ce que c'est sensible pour le client quand tu passes d'une paire de roues conventionnelle à ça directement sur le même vélo, même à poids équivalent? Je suis pas certain. Moi j'ai pas pu le constater. Maintenant, ce qui est vendu et qui me paraît plus intéressant, c'est que si tu es sur une roue à bâton en carbone avec les technos d'aujourd'hui, la qualité de fabrication aujourd'hui, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de voile, il n'y aura jamais de saut, il n'y aura jamais de voile. Et ça, c'est quand même un avantage qui est, pour moi, presque plus important que la petite virgule d'aéro supplémentaire. C'est sympa, tu prends ta roue, tu montes ton pneu dessus, et puis il y a un point de maintenance supprimé. C'est pas la petite branche qui va venir casser le rayon ou la lame en carbone. Donc tout ça avec l'esthétique fait que j'ai envie d'essayer une paire de roues comme ça aussi, et il y a 2-3 marques qui sont vraiment attirantes. Est-ce que ça va prendre des parts de marché jusqu'à aller détrôner l'état de l'art actuel? Je crois pas du tout. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est l'UCI qui gère toute cette réglementation, notamment pour les courses professionnelles. C'est vrai que dans les pelotons pro, on ne voit pas de coureurs, hormis les chronos, mais les épreuves sur route. C'est plutôt les jantes, effectivement. Les coureurs, en tout cas les équipes, les mécaniciens vont jouer sur la hauteur des jantes et la taille des pneus. Mais on ne voit pas de bâton vraiment dans les pelotons aujourd'hui, comme on pouvait voir dans les années 90 avec ces roues Spinergie qui ont été interdites par l'UCI. Donc on va voir comment ça évolue. Mais là, on parle donc de la jante, on parle des rayons, on parle des bâtons, mais la taille des roues en elle-même. Aujourd'hui, tu as différents types de roues, ça va de 26 à 29 en gros. On voit, et j'en ai discuté dernièrement avec un ami sur Lyon qui me disait, désormais, en fait, on voit sur le gravel des roues de VTT. Donc des roues de 29 pouces sur des vélos gravel pour une meilleure efficacité, justement. Écoute, un moment, les coursiers, ils roulaient en 650C. Et puis, cette mode est passée. Aujourd'hui, on trouve quasiment plus de pneus en 650C. Sur le marché, on a 700C. On a 650B sur le gravel. Donc, vous transmettez ça
Vous enlevez votre cuissard, vous mettez un short et vous êtes passé à 29 pouces et 27,5. Mais Ok, moi, mais je c'est me la même souviens chose, hein, d'accord? encore, je me souviens dans les pelotons amateurs, certains coureurs qui étaient équipés par certaines marques avaient la roue arrière en 650 Ah oui, mais ça c'est et encore... la roue avant en 700 pour apparemment une histoire de braquet et d'emmener plus gros. Alors, il y a 2 ans, c'est revenu aussi un peu dans le VTT, on appelait ça le montage mulet, tu mettais un 29 devant et un 27,5 derrière. Ça reviendra dans 5 ans et dans machin, c'est... Donc pour toi, ça n'a aucun effet. Non, alors, la vérité de la science, ok, c'est que une fois qu'on est sur un vélo avec un pilote dans le monde réel, et je vais prendre les 2 extrêmes, en tout cas sur un vélo de route, un 700C ou un 26 pouces, il n'y en a pas un des deux qui est plus rapide. Oui, ok. Sur la rapidité, je suis d'accord. Mais par contre, si on parle de maniabilité, la route 26 sera plus maniable que la route 29. J'arrive. Attends, parce que tu sais, à chaque fois, on nous dit, ouais, VTT, le 27,5, c'est mort, ils nous ont fait chier avec ça, mais le 29 pouces, il passe vachement plus sur les obstacles et tout. En vrai, non. Genre, biais cognitif, encore un. C'est ma carte du jour. Non, la réalité, c'est qu'on n'est pas capable de démontrer ça. Voilà, on n'est pas capable de le démontrer. Maintenant, il y a toujours des marques pour pousser et pour dire que c'est non parce qu'on veut faire cette tendance-là. Il n'y a pas de réalité sur ça, hein, sur l'avancée longitudinale, d'accord ? Sur comment on va vite en ligne droite et comment... Voilà. Sur ça, ça ne change pas grand-chose. Ce que ça peut changer, ça, si on n'est pas capable d'avoir la même variété de pneus, c'est que sur un 26 pouces, c'est le diamètre extérieur de la roue. Lui, il peut changer notre perception même en ligne droite parce que ça joue sur le développement. C'est le dernier engrenage, c'est ton dernier pignon. Tu sais, le je suis collé parce que j'ai mis des pneus larges, c'est souvent parce qu'en fait, on est passé d'un 23 à un 38 et puis on a oublié de se dire que si on gardait la même denture, on était quand même en train d'emmener 20 ou 30 cm de plus par révolution de pédalier. Ce qui en montée fait quand même quelque chose de... Voilà. Donc... Bon, ça, évidemment, ça joue. Maintenant, on pourrait jouer... Essayons de répondre à ta question sur le comportement. Un 700 par 23 ou un 700 par 25 va avoir le même diamètre extérieur qu'un 650 par 48. Grosso modo. D'accord ? Tu me pardonnes l'approximation, on est à quelques millimètres près. Mais si je les pose les deux l'une à côté de l'autre, les deux roues montées, on va être quasiment à la même hauteur. Donc, même diamètre extérieur. Même diamètre extérieur, donc même développement, même sensation de vitesse, etc. Ce qui change, c'est l'inertie rotationnelle. Le poids, alors la partie la plus lourde, on l'a dit, c'était quasiment la jante et éventuellement la jante avec le pneu. Elles sont placées excentrées, elles ne sont pas à la même distance. Le poids n'est pas à la même distance de l'axe de rotation. Et donc, quand on implique le système mécanique dans un mouvement qui va combiner à la fois la rotation des roues parce qu'on est en train d'avancer et un dévoiement de la trajectoire parce qu'on est en train de tourner, là on ressent cette inertie, cet effet de gyroscope de la roue, et donc effectivement on va ressentir que c'est beaucoup plus facile d'induire une roue avec un plus petit diamètre dans un virage, donc plus maniable, et à contrario certains diraient que c'est moins stable, parce qu'il y a de la logique, moins stable, plus maniable, ok ? Et donc ça, finalement, si on évacue le truc de dire le 29 c'est plus rapide que le 27,5, le 700C c'est plus rapide que le 650B, si on enlève ça parce que maintenant on peut dire que c'est pas vrai, et bien finalement, comment je dois choisir entre plus grand ou plus petit ? Prends ce que tu préfères, c'est-à-dire essaye, regarde ce qui correspond le plus au comportement que tu aimes avoir sous tes mains sur ton cintre, et puis voilà, je vends encore toutes les semaines des pneus en 26 pouces. Hein. Et des gens qui roulent en 26 pouces sur des vélos de gravel, des vélos d'aventure, etc. Parce que, avec une bonne paire de pneus, avec un bon montage de vélo, on va combiner un comportement très dynamique, une grande maniabilité, et avoir un vélo tout aussi rapide que si on avait du 700 par 23. Donc, est-ce que c'est le meilleur des deux mondes ? Il n'y a jamais d'absolu comme ça. Il faut que chacun trouve chaussure à son pied. Moi, j'ai toujours tendance à préférer sur un vélo gravel aventure le 650B. J'aime beaucoup. 650 par 48, c'est vraiment, je trouve, une dimension que moi j'apprécie de rouler. Maintenant, le marché étant ce qu'il est, il y a eu en France, ça a commencé à rediminuer il y a 1 an et demi,
mais il y a eu un moment en France une petite poussée pour le 650B, parce que ça permettait sur des vélos conçus en 700C de mettre des pneus un peu plus larges. Exact. C'était certainement un peu ça. En Espagne, qui est un marché dans lequel je suis avec la marque de pneus Reners aussi, je vends pas de 650B, personne n'en veut. Là-bas, il n'y a pas de vélo avec des roues en 650B, il passe que du 700 tout le temps. C'est comme ça. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est plutôt une question de tendance, de mode, d'accord. C'est pareil, du 26 pouces, j'en vends en France, j'en vends un peu dans les pays du Nord aussi. Donc maintenant, le marché, on est vraiment sur du 700 parce que c'est ce qui est poussé. Voilà. Bon, intéressant. Donc là, je pense que vous l'aurez compris avec cet épisode, hein. Tout comme on avait fait un épisode précédent, c'est un petit peu en fonction de comment vous le sentez, comment vous vous sentez aussi sur le vélo. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que les roues de vélo jouent un rôle essentiel à l'expérience de conduite, que ce soit des rayons, que ce soit des jantes à bâton. On n'a pas évoqué, on ne serait pas exhaustif si on n'évoquait pas les rayons textiles aussi, hein, qui sont en train de vraiment de... Ouais, tu parlais des rayons carbone, tu vois, qui sont plus anecdotiques. Aujourd'hui, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, mais donc mais on peut le redire sur cet épisode sur les roues. Les rayons textiles, c'est quelque chose qui refait une petite poussée. Est-ce que ça va prendre la place des rayons en acier ? Je sors ma boule de voyant pour dire non. Mais voilà, on vient mettre la tension entre la jante et le moyeu avec un rayon textile. Voilà, alors c'est du textile, c'est du composite, hein, ça peut être des rayons Dynéma et des choses comme ça. Les avantages qui sont abordés, c'est la légèreté. Oui, on va être plus léger qu'avec le rayon inox. Et puis, le fait que on ait une certaine souplesse d'amortissement vertical, etc. Moi, c'est un rôle que je préfère confier aux pneus, mais voilà, c'est des arguments avancés. Il y a 2-3 marques qui sont en train de pousser ça. Il y a des gens qui sont... C'est ce que je regarde en ce moment même, effectivement, sur les réseaux. Donc ça, c'est peut-être plus ça la tendance, on va dire. Bon, le grand classique qui sera toujours la masse du marché avec les rayons métalliques. La roue à bâton qui revient un petit peu, mais ça va être réservé à des marques de niche. Voilà, c'est des fabrications qui sont quand même complexes. Donc c'est des petites marques. C'est aussi pour ça qu'on les verra pas, je pense, dans le Pro Tour, parce que les petites marques n'ont pas du tout la capacité financière pour aller financer une équipe. Et puis les rayons textiles, si je me trompe pas, c'est Baird, B-E-R-D, la marque des rayons textiles. Toi, t'es devant l'ordinateur, tu peux me confirmer ça. Je suis devant des images et ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'en fait, quand c'est pas tendu, c'est une corde. T'as l'impression que c'est une corde d'escalade. Exactement. C'est ça. Là, je vois ça, je me dis, waouh, est-ce que j'oserais monter sur mon vélo? Une fois que c'est en tension, c'est comme, tu passes sur des ponts et sur des viaducs qui sont tenus en équilibre mécanique par des câbles un peu plus gros que ceux-là. Là, c'est pas, je vais pas casser un rayon, là, tu casses une cordelette en fait. Ouais, quoi. Tu peux casser une corde, ouais, c'est ça. Ouais, tu peux réussir à sectionner une corde. Alors, est-ce que ce sont... Non, je m'excuse, je fais une petite parenthèse. Est-ce que ce sont plusieurs petites cordelettes qui sont tendues ou est-ce que c'est une seule et même cordelette qui est tendue? Non, c'est plusieurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est des unitaires, non. Ah bah non, parce que sinon, là, pour le coup, on se mettra en danger quand même. C'est pour ça que... Non, tu remplaces un rayon par un rayon en souple, en textile. Je vous invite à aller voir sur le net, en fait. Hein. Vous tapez un rayon vélo textile. Voilà, rayon textile et vous allez voir quelques images et très intéressant. Oui. Oh bah, ça exploite les capacités de résistance à la tension des matériaux composites comme le Dynéma notamment. Donc on vient utiliser, d'un point de vue mécanique, ça a du sens. Voilà. Maintenant, est-ce qu'au quotidien, là pour monter ça tout seul dans sa fourche de vélo, ça devient plus compliqué, très sincèrement. Je pense que c'est pareil. Il y a une passade, on a inventé un nouveau truc qui répond à un problème qui n'existe pas. Mais des fois, c'est le propre de l'innovation. Il faut aussi défricher, explorer. Faire différemment, faire un pas de côté, voir ce qui est possible de faire. Exactement. Ouais. Bon, voilà. Mais ça existe, en tout cas, il ne fallait pas qu'on oublie de le dire. C'est clair. Un grand merci, JP, pour tous ces éclaircissements, ces explications sur les roues à vélo entre tradition et innovation. Très clairement, on était en plein dedans. À vous de vous faire votre avis, à vous de faire vos choix pour justement vous faire plaisir à vélo. En tout cas, un grand merci pour tous ces éclaircissements et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. À bientôt.